bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Contexte historique et origine de Saladin. Au XIIe siècle, le Moyen-Orient était une mosaïque complexe de pouvoirs régionaux, d'entités politiques et de forces religieuses, où se jouaient des dynamiques de conquête, de défense et d'influence. Croisés, les territoires formaient un ensemble fragmenté, marqué par des conflits récurrents entre différentes factions musulmanes et les armées chrétiennes venues de l'Ouest, notamment lors des croisades. Ce contexte particulier a posé les bases historiques dans lesquelles s'est inscrit Saladin, figure centrale et emblématique des luttes de cette période. Saladin est né dans une famille kurde influente, originaire de la région de Tikrit, dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak. Son nom véritable, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, évoque une appartenance à une lignée puissante, liée à la fois à la noblesse militaire et à des traditions anciennes de gouvernance. Dès sa jeunesse, il a été façonné par un milieu où la discipline, l'honneur et la stratégie militaire étaient un des valeurs fondamentales. La culture kurde, ancrée dans un territoire montagneux souvent hostile, a également joué un rôle important dans la formation de son caractère pragmatique et persévérant. Très tôt, Saladin a été plongé dans l'univers des conflits qui déchiraient le monde musulman, notamment grâce à son éducation auprès de son oncle Shirkuh, un commandant militaire respecté. Celui-ci l'a introduit à la complexité des alliances et des rivalités politiques qui dominaient la région. La curiosité intellectuelle et la rigueur de Saladin se sont révélées dès cette période, tant dans son apprentissage des stratégies militaires que dans la compréhension des enjeux religieux et sociaux. La fragmentation politique du Moyen-Orient à ce moment-là était marquée par la coexistence de plusieurs pouvoirs indépendants, tels que les Fatimides en Égypte, les Seldjoukides en Syrie et les différents émirats kurdes. Cette désunion interne affaiblissait la résistance face aux envahisseurs ou aux croisés, créant un climat propice aux conquêtes, mais également à une diplomatie subtile et souvent complexe. Saladin a su manœuvrer habilement dans ce contexte, développant une vision à long terme et la capacité d'unifier les forces sous une même bannière. L'Égypte fatimide, au sud, représentait alors un fragile bastion chiite au milieu d'un environnement majoritairement sunnite. Cette réalité a eu un impact profond sur les orientations politiques que devait adopter Saladin, qui s'est engagé à promouvoir une réforme religieuse et une consolidation politique. Son ascension en Égypte, à travers des postes militaires puis administratifs, témoigne d'une capacité remarquable à naviguer entre les différentes sphères de pouvoir et à gagner progressivement la confiance des élites locales ainsi que de la population. Les croisades occidentales, initiées à la fin du XIe siècle, représentaient une menace constante et un élément déclencheur important pour l'affirmation de Saladin. Ces expéditions militaires chrétiennes visaient explicitement la prise et la défense de lieux saints, en particulier Jérusalem, et provoquaient des confrontations régulières sur le terrain. Saladin a émergé dans ce contexte comme un leader capable de fédérer les forces musulmanes dispersées pour contrer ces incursions, en combinant des stratégies militaires efficaces et une diplomatie mesurée. L'éducation de Saladin incluait un apprentissage approfondi du Coran, de la jurisprudence islamique, ainsi que des principes militaires hérités des traditions turques et arabes. Cette formation intégrée a permis d'orienter ses décisions politiques vers un équilibre entre légitimité religieuse et efficacité politique. Son approche pragmatique évitait les extrêmes idéologiques au profit d'une gouvernance basée sur la justice, la loyauté
et le respect des différentes communautés vivant sous son autorité. La jeunesse de Saladin fut aussi marquée par des voyages dans diverses régions du Moyen-Orient, ce qui lui a permis de comprendre les spécificités culturelles et économiques de chaque territoire. Cette expérience a renforcé sa capacité d'adaptation et son habileté à créer des coalitions durables, un élément essentiel dans un monde où la méfiance entre ennemis et alliés pouvait rapidement aboutir à des ruptures. Ces déplacements l'ont également familiarisé avec les langues et les coutumes, facilitant ses futures missions diplomatiques. L'évolution politique de la région impliquait inévitablement des rapports conflictuels avec les forces croisées, mais aussi avec d'autres dirigeants musulmans concurrents. Saladin a su gérer ces tensions en s'appuyant sur une discipline rigoureuse de ses troupes et sur une organisation administrative solide qui lui ont permis de mener des campagnes militaires bien coordonnées. Sa montée en puissance correspond ainsi à une période de transition où les anciennes dynasties perdaient peu à peu leur influence au profit d'une nouvelle génération de chefs ayant une vision plus globale. En reprenant le contrôle de l'Égypte à partir de 1970, moment clé de son ascension, Saladin a établi les bases d'un empire capable de résister aux croisés. Il a mis en place des réformes administratives qui renforçaient l'autorité centrale tout en respectant les traditions locales, ce qui a favorisé une stabilité relative dans les provinces sous sa juridiction. Cette étape fut déterminante pour le contrôle des routes commerciales et des ressources vitales. Parallèlement, il a développé une politique de relations internationales qui combinait fermeté et ouverture, cherchant à éviter les confrontations inutiles tout en préparant la défense du territoire. Sa maîtrise des codes diplomatiques, l'usage de négociations et la gestion des alliances ont contribué à accroître son influence au-delà des frontières immédiates de ses possessions. Cette diplomatie sophistiquée fut autant un outil de paix que d'aménagement stratégique. L'aspect religieux de son leadership était aussi central. Soucieux de promouvoir l'unité du monde musulman sunnite, Saladin a œuvré à la restauration de l'autorité abbasside et à la recomposition des liens entre les différentes communautés. Cet engagement a nourri l'idéologie de son mouvement et renforcé sa légitimité aux yeux de ses contemporains. Il a également facilité la mobilisation des combattants en les rassemblant sous un idéal commun, facteur essentiel pour les succès militaires ultérieurs. L'enfance et la formation de Saladin se comprennent donc pleinement dans ce cadre historique, social et politique d'un Moyen-Orient en pleine recomposition. Sa capacité à croiser héritage familial, formation intellectuelle et expérience pratique fait de lui un personnage d'exception qui allait marquer durablement l'histoire de la région. Chaque étape de son parcours a renforcé ses compétences de stratège et de diplomate, préparant les conquêtes responsables de sa renommée. Cette introduction historique à la vie de Saladin éclaire les origines de son rôle futur dans les luttes contre les croisades et la consolidation des territoires musulmans. Les conditions de son éducation, les contextes géopolitiques et religieux dans lesquels il a évolué expliquent comment il a pu devenir un acteur majeur de son époque, un leader atypique mêlant sagesse et rigueur. Le récit de ses premières années ouvre la voie à la compréhension de ses accomplissements majeurs. À mesure que les influences familiales, les circonstances politiques et les défis militaires se sont entremêlés, Saladin a progressivement assumé sa fonction de chef incontesté. Son règne, commencé au cours de cette période formative, fut le résultat d'une maturation patiente, d'un travail constant sur le terrain et d'une vision stratégique claire. Cette phase initiale est incontournable pour saisir l'ensemble de ses choix et sa méthode de gouvernance. La suite de cette réflexion se penchera sur les premières campagnes militaires de Saladin, ses stratégies spécifiques ainsi que sur son habileté à consolider les territoires conquis. Elle explorera également
comment il a su transformer des rivalités internes en une force unie, capable de faire face aux puissances peu croisées. Ce voyage dans son histoire permet de mieux percevoir la complexité de son œuvre et son impact durable. L'ascension de Saladin au pouvoir en Égypte. La prise de contrôle de l'Égypte par Saladin marque un tournant décisif dans l'histoire du Moyen-Orient au XIIe siècle. Né en une famille kurde, Saladin s'est rapidement imposé comme une figure majeure grâce à sa capacité à conjuguer à la fois stratégie militaire et habileté diplomatique. Son ascension s'inscrit dans un contexte troublé où la dynastie fatimide, qui régnait alors sur l'Égypte, voyait son pouvoir s'affaiblir face à des forces internes et externes. Initialement serviteur et lieutenant de l'émir Nour ad-Din, Saladin a su se montrer fidèle tout en cultivant une ambition mesurée qui lui permit de gagner la confiance de plusieurs acteurs influents de la région. C'est en arrivant en Égypte en tant que commandant militaire que sa carrière prit un nouvel essor, car le pays constituait un véritable carrefour stratégique à la fois pour le monde musulman et pour les croisades européennes. Les forces fatimides, affaiblies et divisées, ne pouvaient offrir qu'une résistance limitée face à la progression habile de Saladin. Il déploya une politique habile à la fois envers les élites locales et les populations civiles, cherchant à stabiliser le pays sans provoquer de soulèvement majeur. Sa stratégie comprenait aussi le respect des traditions religieuses chiites en vigueur, tout en renforçant l'influence sunnite représentée par Nour ad-Din. L'entrée officielle de Saladin au pouvoir fut marquée par la dissolution progressive du califat fatimide, qui avait régné sur l'Égypte pendant plusieurs siècles. Ce processus ne se fit pas sans tension, mais la capacité de Saladin à négocier avec les différentes factions et à ménager ses alliés de manière pragmatique permit d'éviter un effondrement brutal. Son titre de vizir, acquis grâce à son habileté politique, lui donna les moyens d'une réforme profonde des institutions et de l'armée. Sous son autorité, l'Égypte se transforma rapidement en une force politique et militaire capable de s'imposer face aux croisés et aux différentes principautés voisines. Les réformes administratives mirent l'accent sur l'amélioration de la fiscalité, sur l'organisation efficace des ressources et sur la création d'une armée professionnelle, fidèle et bien équipée. Cette modernisation était essentielle pour affronter les défis constants de la région. Saladin établit par ailleurs des réseaux diplomatiques complexes qui allèrent bien au-delà des simples alliances militaires. Il cultiva des relations avec les puissances musulmanes voisines, mais aussi avec des émirats indépendants. Il sut reconnaître l'importance de l'équilibre des forces pour s'assurer une position stable et éviter les guerres inutiles qui auraient épuisé ses ressources. Parmi ses premières initiatives majeures figure la réunification sous une même bannière sunnite d'une partie de la Syrie et de l'Égypte. Cette unification fut une étape clé car elle permit de mettre en place une coopération stratégique contre les croisés qui détenaient plusieurs forteresses importantes en Terre Sainte. La cohésion religieuse contribua aussi à renforcer le sentiment d'unité parmi les troupes et les populations. La position de Saladin en Égypte offrit également l'opportunité de contrôler des routes commerciales cruciales reliant l'Orient à la Méditerranée. Cette maîtrise renforça non seulement l'économie du pays, mais aussi sa capacité à financer les campagnes militaires futures. En consolidant cette base économique, il posa les fondations d'un royaume durable, capable de résister aux incursions extérieures. Le leadership de Saladin se caractérisait par une volonté de combiner foi et pragmatisme, ce qui le démarquait de nombreux dirigeants de son époque. Plutôt que de recourir systématiquement à la violence, il privilégiait les solutions qui permettaient de stabiliser les territoires conquis sans sacrifier leur développement à long terme. Cette approche lui valut autant d'admiration que de méfiance chez ses ennemis. Il est important de noter que son accession au pouvoir en Égypte
n'était pas seulement le fruit du hasard, mais plutôt celui d'une planification minutieuse et d'un savoir-faire politique sophistiqué. La situation fragile du califat fatimide offrait une opportunité que Saladin sut exploiter avec méthode, tout en maintenant un équilibre délicat entre ses aspirations personnelles et les exigences des forces en présence. L'héritage de cette période inaugure une époque nouvelle, caractérisée par une résurgence de la puissance musulmane face aux croisés. La fondation d'un État centralisé et engagé dans une lutte pour la reconquête des territoires perdus fut la pierre angulaire sur laquelle reposera l'édifice de la résistance islamique sous la bannière de Saladin. Au travers de ses premières actions en Égypte, Saladin posa ainsi non seulement les bases d'un pouvoir solide, mais également un modèle politique qui intégrait à la fois la dimension guerrière et la diplomatie. Cette double approche alla bien au-delà des simples champs de bataille, influençant la politique de la région pour des décennies. La période qui suivit confirma rapidement la pertinence de ces choix stratégiques, même si elle fut marquée par des défis constants venant à la fois des forces croisées et des menaces internes. La gestion de ces conflits permit d'affiner les capacités de gouvernance et la résilience de l'État NAS qu'il dirigeait. En résumé, l'ascension de Saladin en Égypte est un cas d'étude exemplaire pour comprendre comment un leader alliant compétences militaires et diplomatiques put s'imposer dans un contexte tumultueux. Son habileté à transformer un pays divisé en une puissance unifiée fut remarquable et présagea la suite de son rôle crucial dans les campagnes contre les croisés. Cette phase initiale de son règne illustre parfaitement l'interconnexion entre les ambitions personnelles, les enjeux religieux et politiques, et les nécessités stratégiques de l'époque. Un équilibre subtil que Saladin sut maintenir avec une patience et une précision remarquables. Ainsi s'ouvre l'ère où il développera son influence au-delà des frontières égyptiennes, préparant le terrain pour des affrontements majeurs et des alliances qui façonneront durablement l'histoire médiévale. Ce contexte appelle naturellement à explorer la suite de son parcours, notamment ses campagnes contre les États latins et la manière dont il forgea sa légende, la consolidation de son autorité dans le Levant. Au lendemain de sa prise de contrôle de l'Égypte, Saladin s'engagea dans une phase cruciale de sa carrière, la consolidation de son autorité dans le Levant. Ce territoire, marqué par une mosaïque complexe de populations, de cités-États et de puissances rivales, exigeait une stratégie rigoureuse pour établir un pouvoir stable et durable. La région de Syrie et la Palestine représentaient non seulement un enjeu militaire de premier plan, mais aussi un carrefour culturel et religieux majeur. S'appuyant sur sa réputation croissante, Saladin consacra une énergie considérable à renforcer ses positions, mettant en pratique un mélange habile de diplomatie et de politique administrative. La tâche principale était d'unifier des territoires souvent fracturés, où différentes factions locales, parfois adverses, jouissaient d'autonomie relative. Saladin sut tirer parti de ces alliances tout en neutralisant ses opposants par des actions à la fois fermes et mesurées. Par exemple, son habileté à intégrer d'anciens rivaux dans son administration contribua à stabiliser sa domination. Il développa ainsi un réseau de loyauté fondé sur la confiance personnelle et la reconnaissance de son rang, évitant les conflits internes pouvant affaiblir son empire naissant. Parallèlement, Saladin veilla à la modernisation des institutions. Il réorganisa l'armée, structurée sous une hiérarchie claire, et mit en place une administration efficace pour gérer les ressources des territoires conquis. Ces réformes visaient à améliorer la gestion fiscale tout en assurant une bonne répartition des richesses, ce qui renforça la légitimité de son règne auprès des populations locales. La consolidation financière permit aussi de maintenir une capacité de résistance militaire face aux menaces potentielles des croisés européens. Sa politique étrangère témoignait d'une grande prudence.
Il évita le recours systématique à la guerre, privilégiant le dialogue avec certains chefs musulmans et même quelques seigneurs francs avec lesquels des accords temporaires furent négociés. Cette approche s'inscrivait dans une volonté de préserver la paix et d'assurer la stabilité économique et sociale dans ces domaines. Loin d'être un simple conquérant, Saladin apparut comme un stratège visionnaire, capable d'anticiper et de gérer les différentes tensions dans un contexte régional particulièrement volatile. Une des dimensions essentielles de sa politique fut la mise en valeur des sites religieux, notamment ceux à Jérusalem et dans ses environs. Saladin comprit l'importance symbolique de ces lieux pour renforcer son image de souverain juste et pieux. Il entreprit la restauration de plusieurs monuments islamiques, veillant également à la protection des pèlerins et à la liberté d'accès. Ce soin apporté au domaine religieux contribua à asseoir son prestige non seulement parmi les musulmans, mais aussi dans l'esprit des habitants des villes sous son contrôle. Il est important de noter que la consolidation de son pouvoir ne se limita pas uniquement aux aspects politiques et militaires. Saladin encouragea également le développement culturel et intellectuel dans les grandes cités du Levant. Sous son règne, les centres d'apprentissage, les bibliothèques et les écoles connurent un regain d'activité, favorisant les échanges entre différentes traditions de pensée. Ce soutien à la culture renforça le sentiment d'unité au sein de ces territoires, tout en projetant une image de souverain éclairé et respectueux des savoirs. En Syrie, la prise de Damas fut un moment clé. Cette ville, au rôle historique majeur, devint un véritable centre administratif et militaire. Saladin y installa son quartier général, dirigeant depuis cette position stratégique les opérations politiques et militaires de la région. La gestion habile des élites syriennes permit d'intégrer sans heurts locales et nouveaux arrivants, assurant ainsi un contrôle efficace. Cette intégration démontra la capacité de Saladin à adapter son système gouvernemental aux réalités variées du Levant. L'organisation de la résistance contre les croisés européens fut une priorité constante. Saladin mobilisa non seulement des troupes régulières, mais il sut aussi fédérer les différents groupes tribaux et milices locales autour d'un objectif commun. Sa capacité à coordonner ces forces disparates fut déterminante pour assurer la défense des territoires arabes. La stratégie militaire adoptée combinait des phases d'attaque ciblées et des périodes d'attente témoignant d'une compréhension approfondie de l'art de la guerre médiévale. Cela dit, Saladin ne se contenta pas de défendre ses terres. Il promut également un idéal de justice dans la gestion quotidienne, cherchant à offrir aux populations une stabilité et une sécurité qui faisaient souvent défaut sous les régimes précédents. Sa réputation de dirigeant équitable se construisit sur sa manière de respecter les coutumes locales, d'écouter les représentants de la société civile et de rendre justice avec impartialité. Cette image contrastait avec celle de certains souverains crus par les Occidentaux, alimentant ainsi un mythe qui perdurera dans l'histoire. Son leadership dans le Levant se caractérisa enfin par une politique d'ouverture contrôlée aux influences extérieures. Saladin ne rejeta pas les contacts avec les puissances chrétiennes, même si la suspicion restait présente de part et d'autre. Il fut en mesure de maintenir un équilibre délicat, préservant son autorité tout en favorisant des échanges commerciaux et culturels. Cette capacité à naviguer entre confrontation et coopération renforça la pérennité de son empire et permit d'installer une dynamique régionale relativement stable. Cette période de consolidation témoigne ainsi non seulement de l'habileté de Saladin en tant que chef militaire, mais également en tant qu'administrateur et diplomate. La qualité de sa gouvernance dans le Levant posa les bases d'une influence durable qui se perpétuera bien après sa disparition. Par son action, il modifia profondément la configuration politique de la région,
rendant possible une nouvelle étape dans les conflits entre Occident et Orient. La complexité de la situation au Levant exigeait donc un équilibre subtil entre force, négociation et gouvernement judicieux. Saladin sut incarner cette synthèse, devenant un modèle de souverain capable de dépasser les divisions internes pour défendre un projet politique commun. Son héritage dans cette région reste un sujet d'étude privilégié pour comprendre les mécanismes du pouvoir au Moyen Âge dans un contexte de confrontation interculturelle. Alors que s'achevait cette période de consolidation, les tensions dans la région n'étaient pas pour autant éteintes. De nouveaux défis et conflits se préparaient à l'horizon, engageant Saladin et ses successeurs dans des enjeux toujours plus complexes. Cette évolution mènera à un prochain chapitre, où son rôle de stratégique dans les affrontements militaires et diplomatiques deviendra encore plus manifeste. La politique religieuse et culturelle de Saladin, la figure emblématique de Saladin, représente un exemple remarquable d'unification et de gouvernance au croisement des sphères religieuses et culturelles dans un contexte de conflit intense. Son règne s'inscrit dans une période marquée par la hostilité entre le monde musulman et les forces des croisades, mais également par une multiplicité d'influences idéologiques qui exigeaient une gestion fine et stratégique. Saladin ne fut pas seulement un chef militaire, il fut aussi un chef politique dont la maîtrise des questions religieuses s'avéra cruciale pour renforcer son autorité et maintenir la cohésion des territoires qu'il contrôlait. Le contexte dans lequel évolua Saladin était empreint de tensions profondes. Les croisades, lancées en réponse à des appels religieux occidentaux, visèrent initialement à reprendre la ville de Jérusalem et ses environs. Saladin, à travers ses campagnes, réussit à rassembler des factions diverses sous une bannière commune en se présentant comme défenseur de l'islam sunnite. Sa stratégie politique s'appuya largement sur une interprétation rigoureuse mais pragmatique de sa foi, qui permit de rallier aussi bien l'aristocratie militaire que les populations locales. Dans cette démarche, sa politique religieuse n'était pas figée sur un dogmatisme rigide, mais s'adaptait aux nécessités administratives et sociales du vaste empire qu'il gouvernait. L'importance accordée à la gestion des lieux saints fut un élément central de sa politique. Saladin comprit que posséder Jérusalem revêtait une portée symbolique majeure, tant pour les chiites, les sunnites que les autres mouvances de l'islam, ainsi que pour les chrétiens. Cela l'incita à adopter une approche de tolérance relative envers les populations chrétiennes, visant à éviter l'aliénation des habitants tout en préservant le caractère musulman de la cité. La réhabilitation des monuments religieux musulmans et la protection des pèlerinages fut un aspect clé, témoignant d'un souci à la fois spirituel et politique. Saladin mit également en œuvre une diplomatie habile visant à équilibrer les relations avec les différents groupes religieux. Cette diplomatie ne se limitait pas aux seules négociations avec les croisés, mais englobait aussi les rapports internes entre sunnites, chiites et autres communautés présentes dans ces territoires. Son autorité se fondait sur une légitimité reconnue par les oulémas, ce qui renforçait son image de gouvernant juste et éclairé. Ce consensus religieux fut une condition sine qua non à la stabilité politique dans une région par ailleurs fracturée. La politique culturelle de Saladin s'inscrivait dans une valorisation des traditions locales, tout en favorisant un échange pacifique entre diverses influences. Il encouragea le maintien des institutions éducatives et religieuses, notamment les madrasas, au lieu de transmission du savoir islamique. Par son mécénat, il permit la floraison d'œuvres théologiques et juridiques qui contribuaient à affirmer une identité musulmane forte, tout en restant ouverte au dialogue intellectuel. Cette attitude témoigne d'un équilibre entre conservatisme et pragmatisme, essentiel dans une époque troublée. Au-delà des aspects purement religieux,
Saladin accorda une attention particulière à la dimension économique et sociale de son empire. La préservation des marchés traditionnels, ainsi que la redistribution des biens issus des conquêtes, participèrent à la cohésion sociale. La confiance accordée aux élites locales, souvent issues de groupes ethniques divers, permit une gouvernance décentralisée, adaptée aux réalités géographiques et culturelles multiples. Cette souplesse administrative était fondamentale pour un dirigeant confronté à la complexité d'un territoire vaste et fragmenté. Les chroniques historiques soulignent également la capacité de Saladin à intégrer des éléments juridiques issus de différentes écoles islamiques. Cette pluralité juridique renforçait son image de souverain équitable, soucieux de la justice au-delà des divisions sectaires. La coexistence, parfois fragile, entre les différentes communautés fut ainsi préservée par un système judiciaire qui respectait parfois les usages locaux tout en maintenant une cohérence centrale. Ce modèle de tolérance mesurée se distingue nettement des approches plus rigides de certains contemporains. Par ailleurs, la légende de Saladin, amplifiée par des récits souvent occidentaux, exalte son rôle de chevalier noble et honorable. Si ces récits tendent à simplifier ou embellir la réalité, ils rendent compte d'un charisme et d'une stature qui faisaient de lui une figure emblématique bien au-delà de ses terres. Sa réputation de clémence envers les prisonniers et ses décisions mesurées lors de la libération de territoires conquis participèrent à forger cette image durable. Cet aspect contribua à un respect mutuel, même parmi ses ennemis, et influença durablement les relations entre monde chrétien et musulman. Le rôle de Saladin dans la reconstruction de l'État ayyubide résida dans cet équilibre subtil entre affirmations religieuses et pratiques culturelles. Il sut mettre à profit la force symbolique de l'islam pour structurer son pouvoir tout en évitant les excès qui auraient pu provoquer des résistances internes. Le respect des traditions locales, conjugué à une volonté de centralisation politique, permit une gouvernance qui durablement stabilisa la région. Cette conjonction d'éléments explique en partie la longévité de son impact historique. Les sources contemporaines de l'époque donnent à voir un dirigeant soucieux de justice, mettant en avant la nécessité d'une politique religieuse intégrante plutôt que coercitive. Son rapport à la religion servait davantage à unir les peuples qu'à imposer une homogénéité stricte. La reconnaissance des fêtes, des coutumes et des lois relatives aux différentes composantes religieuses contribuait à créer un climat propice à la paix sociale. Cette politique révèle un équilibre précaire, mais efficace dans un contexte chargé de rivalité confessionnelle. La gestion par Saladin des relations diplomatiques avec l'Occident exemplifie sa capacité à allier fermeté et flexibilité. Les traités et accords négociés avec les croisés visaient régulièrement à protéger les intérêts économiques tout en limitant les affrontements armés. Ces accords témoignent d'une volonté pragmatique de coexistence dans le cadre d'une guerre longue et éprouvante. Ce pragmatisme diplomatique fut une caractéristique majeure de son règne et lui permit de préserver son empire face à des menaces extérieures continues. Enfin, il importe de souligner la dimension éducative attachée à la politique de Saladin. En développant des institutions d'enseignement et en promouvant des savoirs variés, il contribua à la formation d'une élite ouverte et compétente. Cette approche éducative renforçait le fondement intellectuel de son autorité en conciliant tradition religieuse et modernité administrative. Ainsi, Saladin se révèle comme un leader pleinement conscient des liens entre foi, culture et politique. Ainsi, la politique religieuse et culturelle de Saladin apparaît comme un modèle de gestion équilibrée des tensions dans un espace marqué par des contradictions profondes. Sa capacité à conjuguer foi, pouvoir et ouverture culturelle
permit de consolider son règne tout en posant les bases d'une légende qui dépasse les frontières de son temps. Ce panorama offre un éclairage précieux sur les dynamiques complexes des croisades et sur la place singulière qu'occupa Saladin dans l'histoire médiévale. Le récit de ces stratégies éclaire notre compréhension des interactions entre pouvoirs religieux et politiques dans une région au cœur des enjeux mondiaux du Moyen-Âge. La transition vers les aspects militaires de son règne conduit naturellement à examiner plus en détail ses campagnes et les tactiques employées, qui formèrent le socle de sa renommée et de son influence durable. Les premiers affrontements avec les croisés. Les premières confrontations entre les forces de Saladin et les États croisés s'inscrivent dans un contexte complexe, marqué par une rivalité ancienne et une réalité politique en constante évolution. Après avoir pris le contrôle de Damas et consolidé son pouvoir en Syrie, Saladin étendit son influence vers le sud, en direction de la Palestine, alors sous la domination des royaumes croisés. Son objectif principal consistait à reprendre Jérusalem, un enjeu à la fois politique et religieux, mais cette ambition nécessitait une stratégie militaire rigoureuse et une connaissance approfondie des forces adverses. Dès lors, les affrontements initiaux furent caractérisés par une série d'opérations tactiques localisées plutôt que par de grandes batailles décisives. Les croisés, conscients de la menace que représentait Saladin, adoptèrent une posture défensive renforcée dans leurs places fortes, notamment à Ascalon, Jérusalem et Tyr. Leur expérience guerrière tirée des décennies précédentes leur permit d'organiser des garnisons prêtes à résister à de longs sièges, tout en entreprenant des raids pour perturber les mouvements musulmans. Toutefois, leur faible coordination et leur dissension interne limitaient leur capacité à mener des contre-offensives efficaces. En comparaison, Saladin bénéficiait d'une organisation plus centralisée et d'une armée nombreuse, issue de diverses régions, ce qui lui offrait une certaine supériorité en termes de mobilité et d'adaptabilité aux conditions du terrain. Dans ses premières confrontations, Saladin employait des tactiques d'harcèlement visant à isoler et affaiblir ses ennemis progressivement. Plutôt que de risquer une bataille rangée contre la chevalerie croisée, il privilégiait des embuscades, des attaques nocturnes et le contrôle des routes commerciales et militaires. Cette approche permettait à ses forces d'éviter de lourdes pertes tout en sapant le moral des garnisons ennemies. Par exemple, la bataille d'Arta, bien que modeste, illustrait parfaitement la maîtrise de la manœuvre stratégique de Saladin, où il réussit à tempérer les avancées croisées grâce à des feintes habiles et un usage efficient de l'infanterie et de la cavalerie légère. Par ailleurs, la dimension diplomatique de ces affrontements ne doit pas être sous-estimée. Saladin établissait des alliances tactiques avec certains émirats locaux et maintenait des dialogues intermittents avec des représentants chrétiens. Cette diplomatie, souvent basée sur des échanges de prisonniers ou des traités temporaires, contribuait à stabiliser certaines zones, permettant à Saladin de concentrer ses efforts militaires sur des cibles stratégiques sans disperser inutilement ses forces. Malgré la méfiance réciproque, la coexistence temporaire entre différentes factions reflétait une compréhension politique des limites imposées par la géographie et les intérêts régionaux. L'enjeu majeur dans ces affrontements résidait aussi dans le contrôle des villes clés, notamment Damas, Alep et surtout Jérusalem, ville symbole au cœur des tensions. Saladin savait que la prise de ces centres ne se décidait pas uniquement sur le champ de bataille, mais également par la capacité à maintenir des loyautés, à assurer l'approvisionnement et à intégrer les populations locales. Son administration introduisait une gestion pragmatique, conciliant exigences militaires et gouvernance civile, ce qui lui assurait une base stable derrière les lignes de front. Face à cela,
les croisés tentaient des opérations visant à briser l'encerclement progressif imposé par Saladin. Les expéditions conduites depuis leur territoire étaient souvent risquées, frappées par le manque d'informations précises et par la dispersion des forces. L'absence d'un commandement unifié créait des tensions entre les chefs locaux et les ordres religieux, entravant la possibilité de mener des campagnes coordonnées. Cette situation offrait à Saladin un avantage stratégique considérable, lui permettant d'anticiper et de contrer les initiatives ennemies avec une flexibilité difficile à contrecarrer. Les schémas de combat de cette période démontraient une évolution des techniques militaires. Saladin favorisait le recours à la cavalerie légère, utilisant la rapidité pour perturber et diviser l'adversaire, tandis que les croisés restaient attachés à une discipline féodale plus rigide, marquée par la lourde chevalerie et les fortifications. Cette différence se traduisait par une moindre capacité pour les croisés à exploiter pleinement les opportunités offertes par le terrain, où la mobilité et l'adaptation l'emportaient souvent sur la puissance brute. Un autre aspect essentiel à comprendre dans ces premiers affrontements est leur impact sur la perception mutuelle des belligérants. Saladin, respecté pour sa réputation de chef juste et pieux auprès de ses compatriotes, était également considéré par certains croisés comme un adversaire honorable, ce qui amenait à une sorte de respect tacite même au cœur des conflits. Cette vision contribua à façonner la manière dont les batailles furent conduites, souvent évitant des excès inutiles en dépit des violences inhérentes à toute guerre. En résumé, les premiers contacts militaires entre Saladin et les États croisés furent marqués par un équilibre précaire, mêlant prudence, calcul stratégique et jeu diplomatique. La confrontation ne se limitait pas à une lutte armée simple, mais englobait des dimensions politiques, économiques et culturelles cruciales. L'héritage de ces affrontements initiaux résida dans leur rôle fondateur, préparant le terrain pour l'offensive plus ambitieuse que Saladin mènerait plus tard, avec l'objectif de réintégrer des territoires perdus et de redéfinir l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Cette phase initiale révéla les compétences multiples de Saladin en tant que stratège capable de jongler avec les contraintes militaires et politiques, un diplomate habile et un leader conscient des enjeux religieux et symboliques. Elle posa ainsi les fondations d'un conflit plus vaste qui allait profondément marquer l'histoire médiévale et légender la figure de Saladin dans les mémoires des deux mondes. La suite du récit abordera la montée en puissance de Saladin, son organisation des forces unifiées et les batailles majeures qui suivirent, signant une étape décisive dans sa quête de réunification territoriale et de reconquête des lieux saints. La prise de Jérusalem. La reconquête de Jérusalem par Saladin en l'an 1187 constitue un épisode décisif dans l'histoire des croisades et dans la géopolitique du Moyen-Orient médiéval. Cet événement ne se résume pas seulement à une victoire militaire, mais s'inscrit dans un contexte diplomatique complexe et dans une stratégie militaire minutieusement préparée. Saladin, dont le nom complet est Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, était à la fois un chef militaire et un diplomate habile, ayant su unifier plusieurs factions musulmanes au sein d'un empire fragmented avant son règne. À partir de son accession au pouvoir en Égypte, il consacra ses efforts à repousser l'influence franque et à renforcer la position des États musulmans en Terre Sainte. En effet, les croisades avaient profondément marqué la région depuis la fin du XIe siècle, avec l'installation de royaumes latins qui contrôlaient des territoires clés. Saladin, conscient des faiblesses internes des États croisés et des dissensions entre leurs dirigeants, mit en place une stratégie progressive visant à isoler Jérusalem. Son objectif n'était pas simplement de reprendre la ville, mais de consolider un équilibre durable favorisant la stabilité politique et la coopération entre musulmans.
Les préparatifs militaires furent orchestrés avec patience et rigueur. Saladin mobilisa ses troupes, renforça les fortifications des villes alliées et surveilla attentivement les mouvements des forces chrétiennes. Cette attention aux détails tenait autant à une stratégie de guerre classique qu'à une compréhension des rapports de force en présence. Il s'entoura de conseillers compétents dans les domaines de la logistique, du renseignement et de la diplomatie, ce qui lui permit de déjouer à plusieurs reprises les plans adverses. Parallèlement, il négocia avec certaines principautés locales, obtenant leur soutien ou leur neutralité, ce qui réduisit le champ d'action des croisés. La bataille clé débuta en l'an 1196, lorsque Saladin lança le siège de Jérusalem, après avoir remporté plusieurs engagements ponctuels, limitant les réserves de nourriture et les renforts pour les défenseurs. Le siège fut difficile en raison de la configuration de la ville, des fortifications imposantes et de la détermination des chevaliers croisés. Néanmoins, la persistance des forces musulmanes, combinée à une tactique rigoureuse, finit par porter ses fruits. L'encerclement progressif permit d'affaiblir les défenseurs sans générer de pertes humaines excessives, un facteur important pour les deux camps, soucieux de préserver leurs forces. Au cours des négociations qui suivirent la reddition, Saladin se distingua par une approche pragmatique et mesurée. Il imposa des conditions favorisant le départ pacifique des habitants latins, garantissant le respect des lieux saints et l'utilisation continue de certains bâtiments par les communautés chrétiennes. Cette politique ouvertement conciliatrice contrastait avec les épisodes plus violents des croisades précédentes, et elle contribua à son image d'homme d'État réfléchi, soucieux de l'équilibre religieux et politique dans la région. La reprise de Jérusalem par Saladin eut d'importantes répercussions sur la dynamique des croisades. D'un côté, elle provoqua un choc en Europe, incitant à la convocation d'une troisième croisade, dirigée notamment par Richard Cœur de Lion. De l'autre, elle renforça la position des États musulmans et modifia les rapports de force au Moyen-Orient. Plus largement, cet événement est aussi analysé comme un moment où la diplomatie accompagna la stratégie militaire, signalant la complexité des relations entre chrétiens et musulmans, qui ne se réduisait pas à une simple opposition religieuse, mais s'inscrivait dans un entrelac complexe d'intérêts politiques, économiques et culturels. Il est également pertinent de souligner que la figure de Saladin a été enveloppée de nombreux mythes et légendes au fil des siècles, des deux côtés du conflit. Certains le présentent comme un héros idéal, incarnant la chevalerie et la justice, tandis que d'autres insistent sur son rôle réaliste d'unificateur politique avant tout. Ces représentations reflètent davantage les besoins ou les perceptions des périodes ultérieures que les réalités historiques, qui restent nuancées et adaptées au contexte de l'époque. Dans la suite de son règne, Saladin poursuivit ses efforts pour consolider un pouvoir centralisé, favorisant la paix relative dans des territoires encore fragiles. La gestion pragmatique de Jérusalem, symbole fort pour plusieurs religions, dévoile sa diplomatie inclusive. Son action future dans les campagnes militaires renforça sa renommée, mais aussi son statut d'homme d'État, capable de s'adapter aux nombreux défis posés par la diversité des peuples et des intérêts dans la région. Cette victoire marque donc une étape importante non seulement dans la reconquête de Jérusalem, mais aussi dans l'édification d'un modèle politique et militaire durable. Saladin a démontré par sa capacité d'organisation, de négociation et de commandement que la complexité d'un conflit ne pouvait être réduite à la force brute, mais nécessitait une vision globale, prenant en compte les réalités humaines, culturelles et stratégiques. Ainsi, son héritage dépasse la simple sphère militaire pour s'inscrire dans une tradition de gouvernance qui influence encore la compréhension des relations entre l'Orient et l'Occident. Ainsi, en dépassant la simple victoire militaire,
Saladin posa les bases d'une nouvelle ère dont les effets se firent sentir bien au-delà de son propre temps. Son exemple inspire encore aujourd'hui des réflexions sur la manière de combiner fermeté et mesure dans la gestion des conflits. Sa conquête de Jérusalem demeure une histoire riche en enseignements, mêlant stratégie, tactique et diplomatie, et ouvrant la voie à des développements à la fois politiques et culturels importants dans la région. Ce déroulement historique, analysé dans le calme et sans parti pris, éclaire la complexité de l'époque et invite à poursuivre l'exploration des événements qui suivirent, en particulier les réponses chrétiennes face à cette reconquête, qui allait à leur tour modeler les décennies suivantes, la diplomatie et les négociations avec les croisés. La complexité des relations entre Saladin et les croisés se manifeste au cœur de la période où la diplomatie prend une place aussi essentielle que la stratégie militaire. Dès son ascension au pouvoir, Saladin a compris que la confrontation directe et constante ne pouvait être le seul moyen d'assurer la stabilité de ses territoires. Sa condition de leader d'un monde fragmenté politiquement et confessionnellement l'a amené à privilégier des solutions diplomatiques guidées par un pragmatisme qui cherchait avant tout à préserver ses forces et à étendre son influence sans trahir ses convictions ni sacrifier sa légitimité. Les négociations avec les croisés ont souvent été marquées par une volonté de trouver des périodes de trêve permettant de sécuriser les villes, les routes commerciales et les lieux saints. Ces accords, même temporaires, avaient pour objectif de ralentir les affrontements et de donner du répit aux populations civiles affectées par les conflits incessants. Saladin s'est montré capable d'adopter une posture flexible, acceptant des compromis qui pouvaient paraître pour certains comme une forme de faiblesse, mais qui révélaient en réalité une capacité à anticiper la durée et les conséquences d'une guerre. Prolongée, un des moments clés de cette diplomatie fut notamment marqué par des échanges avec les chefs croisés après la reprise de Jérusalem. Si la reconquête de la ville sainte a été un événement majeur, Saladin savait que maintenir sa souveraineté sur ce territoire demandait plus que la force des armes. À travers des discussions sur les conditions de reddition et le traitement des prisonniers, il chercha à instaurer un climat qui, sans effacer l'hostilité historique, introduisait des normes reconnues et une certaine humanité dans les rapports entre ennemis. Au-delà des rencontres formelles, Saladin employa aussi un réseau d'émissaires et d'informateurs pour négocier secrètement ou préparer des accords tacites. Cette stratégie diplomatique lui permettait de garder la main sur les développements des conflits tout en affinant sa compréhension des forces en présence. L'importance accordée à la subtilité politique et à l'art de la négociation est un aspect souvent méconnu de son leadership, car elle s'inscrit dans une logique où la victoire militaire n'est jamais totalement décisive si elle n'est pas accompagnée d'une gestion habile des rapports entre factions. Dans ses efforts, Saladin n'hésita pas à solliciter les appuis de certaines factions musulmanes et même à exploiter les divisions internes chez les croisés. Cette exploitation des fractures au sein de l'adversaire illustre une diplomatie active et réaliste où l'ennemi n'est pas seulement affronté sur le champ de bataille, mais aussi par la ruse et la gestion des alliances. Par cette méthode, il parvint à isoler certains groupes tout en renforçant la position globale de son empire naissant. Les trêves organisées n'étaient pas de simples pauses en attendant la reprise des hostilités. Elles jouaient plutôt un rôle stratégique dans la gestion des ressources et des territoires. Elles permettaient à Saladin de consacrer du temps à la consolidation de ses conquêtes, à la réforme administrative et à la stabilisation sociale, sans être constamment absorbé par les crises militaires. Par ces accords, il démontrait également sa compréhension que la guerre devait coexister avec des phases de négociation afin de garantir une durabilité politique. Dans plusieurs occasions,
Saladin fit preuve d'une ouverture notable en acceptant des propositions de dialogue venant de chrétiens, même au sein des ordres militaires. Cette capacité à reconnaître un ennemi avec lequel il pourrait trouver des terrains d'entente, notamment pour la protection des pèlerins ou le maintien de certains privilèges religieux, montre qu'il envisageait le conflit dans une perspective plus large que celle d'une lutte purement religieuse. Le pragmatisme de sa diplomatie s'impose ainsi comme un facteur clé dans l'évolution des rapports entre Orient et Occident à cette époque. Il est essentiel de souligner que cette politique de négociation s'appuyait sur des principes religieux et culturels propres à la civilisation musulmane, qui valorisaient certains traits comme la justice, la clémence et le respect des traités. Saladin usa de ces valeurs pour asseoir son autorité non seulement sur ces sujets, mais aussi face à ses rivaux. La dimension morale de sa conduite diplomatique contribua à forger une image de souverain légitime, capable d'incarner une autorité respectée des deux côtés du conflit. L'impact de ces échanges sur la perception des croisés fut considérable. Ils purent constater l'existence d'un interlocuteur dont les décisions dépassaient la simple volonté de conquête. Cette reconnaissance mutuelle, bien que fragile et intermittente, permit parfois de limiter l'ampleur des hostilités et de poser des bases pour des interactions plus durables. La diplomatie de Saladin aura donc durablement modifié l'environnement politique et militaire du Moyen-Orient, inscrivant sa figure dans une tradition de négociateur et de stratège. En conclusion, l'activité diplomatique de Saladin dans le contexte des croisades fut une expression de son génie stratégique. Elle s'est traduite par une gestion équilibrée entre fermeté militaire et ouverture au dialogue, entre respect des traditions et adaptation aux exigences d'une époque troublée. Cette démarche pragmatique visait à créer un équilibre précaire mais nécessaire, dans une région où la coexistence des cultures et des religions devait s'imposer malgré les conflits. À mesure que les hostilités évoluaient, cette diplomatie constitua un élément fondamental pour la survie et l'expansion du pouvoir de Saladin, préparant aussi le terrain pour les événements ultérieurs qui allaient transformer durablement les relations entre Orient et Occident. Le passage aux négociations et aux trêves fut ainsi plus qu'un simple instrument de paix temporaire. Il reflétait une vision à long terme, soucieuse de maîtriser le destin de territoires fragiles et convoités. Cette perspective ouvre la voie à une compréhension plus approfondie des méthodes de gouvernance médiévale et des enjeux politiques qui traversaient les croisades. La bataille de Hattin et ses conséquences. La bataille de Hattin, qui s'est déroulée en l'an 1170, représente un moment crucial dans l'histoire des croisades et de la lutte pour la Terre Sainte. Cette confrontation opposait l'armée franque, dirigée par le roi Guidon, aux forces musulmanes unifiées sous la bannière de Saladin. Le contexte stratégique de cette bataille repose sur une série de tensions montantes entre les États croisés et les possessions de Saladin, lui-même unificateur des territoires égyptiens et syriens. Cette alliance territoriale a permis à Saladin de concentrer des forces importantes et de préparer une campagne décisive contre les Francs. La préparation à la bataille de Hattin a été marquée par une manœuvre millimétrée. Saladin comprenait l'importance de frapper rapidement et de façon décisive, avant que les croisés ne puissent organiser une défense adéquate. La situation a été aggravée par une sécheresse sévère et une pénurie d'eau qui a joué un rôle clé sur la marche des armées. Saladin, profitant de sa connaissance du terrain et des contraintes logistiques de ses adversaires, a réussi à couper les voies d'approvisionnement et à affaiblir moralement les chevaliers francs en les contraignant à marcher sous un soleil impitoyable vers le lac de Tibériade. Les tactiques employées par Saladin lors de cette bataille démontrent sa maîtrise stratégique. Il a déployé ses troupes de façon à encercler progressivement l'ennemi
en évitant les engagements directs prolongés. Cette posture warienne a mis les croisés dans une position vulnérable, coupés de leurs réserves d'eau et obligés d'affronter une armée fraîche et bien organisée. Le siège de la colline de Hattin, point culminant de la bataille, a permis à Saladin de concentrer ses forces afin d'écraser la résistance franque et de prendre le contrôle des armes et des prisonniers. La perte des porteurs de la croix dans cette bataille a eu des répercussions profondes. La capture du roi Guidon et d'autres nobles francs a miné le moral et la capacité de commandement des forces croisées. Cette victoire stratégique a favorisé une reconquête rapide des territoires perdus au profit des musulmans, notamment Jérusalem, la ville symbolique et spirituelle interdite aux croisés depuis ce jour. La bataille a ainsi bouleversé l'équilibre des pouvoirs dans la région, mettant fin à plusieurs décennies de domination franque et réaffirmant la puissance de Saladin. L'étude de cette bataille ne saurait occulter les mythes qui s'en sont ensuite dégagés, souvent exagérés par les récits contemporains ou postérieurs. Si Saladin est parfois dépeint comme le héros chevaleresque parfait, il est essentiel d'analyser ses actions dans leur contexte pragmatique. Ses décisions étaient guidées par des calculs politiques et militaires précis, visant à stabiliser et sécuriser un territoire fragmenté par les conflits. La diplomatie joua également un rôle majeur, car Saladin suggérait les alliances et négociations avec ses ennemis pour renforcer sa position sur le champ de bataille comme au-delà. Cet épisode de la bataille de Hattin éclaire également la dynamique des croisades sous un angle militaire comparé. Alors que les croisés dépendèrent souvent de fortifications isolées et d'expéditions ponctuelles, Saladin bénéficiait d'une arrière-garde logistique bien organisée, issue d'un régime centralisé, capable de mobiliser efficacement ses ressources. La capacité à maintenir la cohésion de ses forces face aux multiples factions présentes en Terre Sainte fut un élément clé de son succès. Cela contraste avec la fragmentation politique fréquente parmi les chevaliers francs, souvent divisés par des rivalités internes. L'issue de la bataille de Hattin ne fut pas un point final, mais un tournant stratégique, marquant le commencement d'une nouvelle phase dans la guerre entre chrétiens et musulmans. L'effet psychologique de la défaite franque perceva non seulement dans les armées adverses, mais aussi dans la perception européenne, où la menace musulmane fut soudain perçue avec une acuité renouvelée. En ce sens, la bataille revêt une signification politique et symbolique majeure, au-delà de sa seule portée militaire. Saladin, à travers cette victoire, assembla non seulement des terres, mais créa aussi un sentiment d'unité et d'identité, améliorant sa légitimité. Il est nécessaire de replacer cette bataille dans un contexte plus large où le jeu des alliances, des trêves temporaires et des rivalités locales influaient continuellement sur la région. Saladin sut naviguer habilement entre ces enjeux, évitant les pièges d'un nationalisme excessif tout en défendant ses intérêts. Cette souplesse politique alliée à une stratégie militaire rigoureuse assure une compréhension complète de la bataille de Hattin, qui ne peut être réduite à une simple confrontation armée, mais doit être vue comme une part d'une politique globale, complexe. Les conséquences immédiates de la victoire furent l'ouverture pour Saladin de passage vers le contrôle d'importantes villes fortifiées, affaiblissant les lignes franques et leur accès à la mer. Ce contrôle territorial modifia durablement les routes commerciales, les relations diplomatiques et les équilibres culturels dans la région. Par ailleurs, la redistribution des terres permise après le triomphe de Saladin modifia les structures territoriales et sociales, laissant une trace durable sur la configuration politique du Moyen-Orient. La bataille de Hattin illustre ainsi la capacité d'un leader à articuler un pouvoir militaire accru avec une vision politique réfléchie. Elle met en lumière les méthodes d'unificateurs et administrateurs, capables d'exploiter les faiblesses adverses
tout en consolidant ses propres acquis. Cette leçon reste pertinente pour l'étude des conflits, où la composition des forces et la maîtrise des ressources déterminent souvent la victoire. L'analyse détaillée de cette bataille souligne l'importance de la synchronisation entre préparation logistique, tactique sur le terrain et gestion politique des territoires conquis. Enfin, la mémoire de cette bataille continue d'influencer la compréhension historique des croisades et de la figure de Saladin, dont l'impact dépasse largement le cadre strict des affrontements militaires. Elle rappelle les complexités d'une époque où les différents religieux, politiques et culturels se croisaient dans un territoire hautement disputé. En laissant derrière elle un patrimoine marqué par cette victoire, Saladin devient un symbole d'efficience stratégique et de résilience politique, une figure centrale dans l'histoire de la région pour les siècles à venir. Cette réflexion s'ouvre naturellement sur l'étude des événements ultérieurs, montrant comment cette bataille a façonné les développements à venir. La gestion de l'administration militaire et civile. Saladin hérita d'une situation politique complexe où diverses factions, locales et étrangères, cherchaient à préserver leurs intérêts. Il mit en place des structures administratives qui tiraient parti des systèmes existants tout en y intégrant des réformes adaptées à ses objectifs. Chaque région conquise fut divisée en districts administratifs sous la responsabilité de gouverneurs loyaux, qui devaient à la fois percevoir les impôts, maintenir l'ordre public et superviser le recrutement militaire. Ces gouverneurs jouaient un rôle hybride, combinant autorité civile et responsabilité militaire, ce qui assurait une coordination étroite entre les deux sphères. L'armée, bien qu'essentielle, ne fonctionnait pas indépendamment de cette structure politique. Saladin organisa des unités paramilitaires et des garnisons permanentes dans les villes clés, équilibrant ainsi offensive et défense. La logistique fut largement améliorée pour garantir l'approvisionnement des troupes sur des territoires étendus. Le système de communication entre les différentes places fortes était organisé pour relayer rapidement les informations stratégiques, ce qui renforça la réaction aux menaces potentielles. Cette ingénierie administrative permettait une cohésion remarquable entre les commandements locaux et la direction centrale. Sur le plan fiscal, l'administration saladine s'appuyait sur une collecte d'impôts systématique et relativement équitable, contribuant à la prospérité de l'empire et au financement des campagnes militaires. Il utilisa également des waqf, des fondations religieuses caritatives, pour soutenir les infrastructures civiles, telles que les écoles et les hôpitaux, intégrant ainsi la dimension sociale dans son modèle de gouvernance. Cette politique renforçait la légitimité de son pouvoir auprès des populations diverses qui formeront son domaine. La justice fut un autre aspect crucial de son administration. Saladin maintint un système judiciaire fondé sur le droit islamique confié à des cadis compétents. Cependant, il sut adapter ce cadre aux réalités locales, évitant les excès qui auraient pu provoquer des révoltes. La transparence et la rigidité dans l'application des lois contribuaient à apaiser les tensions intercommunautaires, notamment entre musulmans, chrétiens et juifs vivant sous son autorité. Par cette gestion prudente, il installa un climat de confiance favorisant la stabilité. Il est important de noter que Saladin accordait une attention particulière à la formation et à la discipline de ses forces militaires. Le recrutement s'appuyait sur des critères stricts. La fidélité y était primordiale. Il développa aussi une institution militaire permanente, contrairement à la pratique courante de réunir des forces temporaires. Cette professionnalisation avait pour but de garantir la qualité et la disponibilité des hommes en armes, un facteur décisif dans la reconquête progressive des territoires perdus face aux croisés. Dans les villes conquises, l'intégration des élites locales fut une autre clé de la réussite administrative. Saladin faisait appel aux chefs influents,
leur offrant des postes administratifs qui respectaient leur statut préexistant, tout en veillant à leur loyauté par des mécanismes de contrôle et de récompense. Cette politique d'inclusion limitait les soulèvements et facilitait la diffusion de son autorité sans recourir à une oppression systématique. Une démarche atypique pour un conquérant de cette époque. La dimension religieuse fut également utilisée avec pragmatisme dans l'organisation interne. La mosquée, en tant que centre spirituel et social, joua un rôle dans l'éducation des populations et la promotion des valeurs unificatrices. Saladin entretenait un lien étroit avec les oulémas, qui légitimèrent son pouvoir tout en diffusant une idéologie favorisant la paix et la coexistence, notamment dans les zones frontalières sujettes au conflit. Cet équilibre entre autorité politique et influence religieuse renforçait l'unité des territoires sous sa gouvernance. Enfin, la diplomatie interne complétait ce tableau organisationnel. Saladin entretenait un réseau d'échanges avec différentes communautés, intégrant parfois des représentants chrétiens ou d'autres groupes dans des fonctions consultatives. Il évitait ainsi l'isolement et les oppositions frontales, privilégiant le dialogue et la négociation malgré la rudesse des conflits extérieurs. Cette ouverture relative à la diversité permettait une gestion plus souple et adaptée à la complexité sociale de son empire. Au total, la gestion de l'administration militaire et civile sous Saladin fut un modèle d'équilibre entre rigueur et flexibilité. Cette organisation permit non seulement de consolider les conquêtes territoriales, mais aussi de poser les bases d'une gouvernance durable, capable de surmonter les défis internes et externes. Elle illustre la dimension exceptionnellement pragmatique et visionnaire de son leadership, conjuguant stratégie militaire et savoir-faire politique. Ce faisant, Saladin ne fut pas seulement un conquérant, mais aussi un administrateur capable d'unifier des peuples et des cultures dans une période tumultueuse. Ce panorama approfondi de sa gestion externe et interne nous mène naturellement à étudier les stratégies et tactiques spécifiques qui lui permirent de mener à bien ses ambitions, préparant ainsi le terrain pour comprendre les campagnes militaires et les alliances diplomatiques qui s'ensuivirent, les mythes et réalités autour de la figure de Saladin. Les récits entourant Saladin ont souvent oscillé entre la réalité historique et la construction mythique, façonnant une image qui a traversé les siècles avec un éclat particulier. Saladin, ou Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, a émergé au XIIe siècle comme une figure majeure des conflits qui ont marqué le monde médiéval, notamment les croisades. Sa réputation dépasse largement son existence concrète, car il est devenu un symbole dans différentes cultures, ce qui nécessite une approche nuancée pour distinguer les faits documentés des interprétations idéalisées. Cette nuance permet de mieux comprendre les mécanismes par lesquels l'histoire et la légende se mêlent inévitablement. La montée en puissance de Saladin commence dans le sultanat de Damas, où il sert d'abord comme lieutenant avant de prendre en main le contrôle de l'Égypte. Son ascension politique est caractérisée par des alliances stratégiques et une habileté diplomatique certaine, plutôt qu'une simple bravoure militaire. Il joue un rôle essentiel dans la réunification des territoires musulmans sous son autorité, ce qui lui fournit la base nécessaire pour s'opposer aux forces croisées. Les archives historiques montrent un homme soucieux de loyauté et de justice au sein de ses États, mais également un stratège pragmatique dans la poursuite de ses objectifs. Saladin a notamment affronté les royaumes croisés qui tentaient d'établir une présence durable dans la région, notamment à Jérusalem. Sa réoccupation de cette ville en 1187 est l'une des victoires les plus célèbres de son règne, mais elle ne survient qu'après des campagnes militaires complexes, marquées par des batailles longues et des négociations délicates. Il faut souligner que sa prise de Jérusalem n'a pas été une simple conquête brutale, mais plutôt
une action mûrement réfléchie qui a respecté certaines normes de la guerre médiévale. Sa politique de clémence envers les habitants de la ville représente un aspect documenté, souvent mis en avant comme un exemple de magnanimité. Bien que Saladin soit souvent dépeint comme un héros chevaleresque, il convient de replacer cette image dans le contexte de son époque. Les sources non musulmanes, parfois, exagèrent ses vertus ou ses actes pour servir des objectifs politiques ou religieux différents. Par ailleurs, certaines chroniques musulmanes idéalisent aussi sa figure pour renforcer le sentiment d'unité face à l'ennemi croisé. Par conséquent, la légende entourant son personnage comprend des ajouts symboliques qui ont renforcé son symbolisme à travers l'histoire. La figure du noble ennemi est ainsi devenue un archétype qui influence encore notre regard sur les relations entre cultures rivales. Concernant sa stratégie militaire, Saladin se distingue par une combinaison de tactiques défensives et offensives qui ont su s'adapter aux circonstances fluctuantes. Plutôt que de chercher la confrontation directe permanente, il privilégiait souvent des batailles choisies où le terrain, la surprise et la coordination jouaient un rôle crucial. Cette approche a permis d'étendre son influence tout en limitant les pertes inutiles. Une stratégie que confirment les chroniqueurs de différentes origines. De plus, sa capacité à mobiliser les ressources et les hommes démontre une organisation structurelle efficace qui alla au-delà de la simple figure du commandant sur le champ de bataille. Du point de vue diplomatique, Saladin a su nouer des alliances complexes avec différents acteurs de la région, y compris avec certains princes chrétiens ou seigneurs locaux. Ces relations, souvent ambivalentes, montrent que la dynamique du conflit médiéval ne se réduit pas à une opposition binaire, mais implique des négociations fluides où chaque camp tente de préserver ses intérêts. Le roi Guy de Lusignan, par exemple, a été un adversaire respecté avec lequel Saladin a parfois échangé, illustrant ainsi une forme de respect mutuel selon les sources historiques. Les traités de paix temporaires et les accords de trêve, s'ils sont rarement durables, témoignent d'une diplomatie active et pragmatique. L'héritage de Saladin ne se limite pas à ses exploits militaires et politiques. Sa postérité est aussi marquée par les représentations culturelles qui ont suivi, en particulier dans la littérature et la mémoire collective. En Occident, après plusieurs siècles, il a été perçu comme un modèle de chevalerie noble et d'adversaire honorable. Ces images, parfois éloignées des réalités historiques, ont servi à façonner des récits puissants dans différents contextes historiques, allant du romantisme européen aux revendications identitaires contemporaines. En Orient, il demeure une figure emblématique de la résistance contre l'invasion et de la restauration de l'unité musulmane, inscrivant son nom dans une lignée de leaders mythiques. L'analyse critique des sources, qu'elles soient arabes, latines ou byzantines, permet de mieux cerner cette dualité entre mythe et histoire. Les historiens s'appuient sur des documents écrits, des chroniques, mais aussi sur l'archéologie, pour reconstituer un cadre factuel, relationnel et géopolitique. Ce corpus met en lumière des contradictions et lacunes, mais aussi des éléments cohérents qui dessinent le véritable profil de Saladin. Un chef politique et militaire dont le pragmatisme et la capacité d'adaptation ont marqué son temps. Il s'agit d'un exemple rare où la réalité plurielle d'un personnage historique inspire différentes lectures, sans perdre sa complexité. L'étude des récits sur Saladin illustre ainsi comment la mémoire collective peut transformer un homme en icône, mêlant admiration, légende et interprétation idéologique. Cette transformation est un phénomène fréquent dans l'histoire, où les personnages de premier plan deviennent des symboles au-delà de leurs actes réels. Saladin est particulièrement intéressant car il représente à la fois une figure unificatrice et un pivot des relations conflictuelles à une époque
où le Moyen-Orient était en plein bouleversement. Son destin a été façonné par sa capacité à conjuguer force militaire, sagacité politique et sens de la justice, des attributs qui résonnent encore aujourd'hui. En conclusion, la figure de Saladin se déploie dans une tension entre la reconstruction historique rigoureuse et la construction mythologique. Deux dimensions qu'il est essentiel de garder en balance. Son rôle dans les croisades, marqué par des victoires notables, mais aussi par des compromis, révèle un homme imprégné des réalités de son temps, attaché à la fois à ses convictions et à la nécessité de la diplomatie. La richesse de son héritage historique reflète cette complexité et invite à une lecture nuancée, débarrassée des clichés simplistes. Tout comme les récits sur Saladin évoluent, la compréhension des enjeux de son époque ouvre sur des perspectives plus larges concernant les relations interculturelles et les mécanismes de pouvoir dans l'histoire. Cette approche prépare ainsi à explorer plus avant les conséquences de ses actions et le contexte dans lequel il a évolué, en s'appuyant sur des sources encore plus diversifiées pour approfondir le regard porté sur cette période charnière. Ce passage permettra d'aborder dans la suite l'impact durable de ces politiques sur la géopolitique régionale et les dynamiques croisées qui ont sculpté le Moyen-Orient. La fin de la vie de Saladin et son héritage. Saladin a passé la dernière décennie de sa vie consolidant son autorité sur un vaste territoire qui s'étendait du Nil au Tigre, réunissant sous sa bannière des peuples aux cultures diverses. Son succès ne reposait pas uniquement sur des victoires militaires, mais aussi sur une administration habile et une diplomatie personnifiée qui lui permirent de maintenir une stabilité remarquable dans une région marquée par les tensions incessantes. Il gérait ces domaines avec pragmatisme, établissant des fondations durables qui dépassaient le seul cadre des conquêtes éphémères. Au fil des années, Saladin sut asseoir son pouvoir tout en cultivant un certain humanisme, notamment dans ses rapports avec les populations chrétiennes et juives. Cette approche lui valut, malgré les guerres, une réputation de justicier et de protecteur. La victoire sur Jérusalem en l'an 1187 fut un moment décisif, non tant pour la brutalité qu'elle aurait pu engendrer, que pour la manière dont il administra la ville par la suite. Il permit aux habitants chrétiens de rester, respectant leurs lieux de culte et instituant un système de coexistence pacifique. Cette politique à long terme renforça sa légitimité et assura un équilibre fragile mais durable, évitant une perpétuation des hostilités qui auraient pu dévaster la région. En parallèle, Saladin encourageait la construction de forteresses, le développement des infrastructures et le soutien aux institutions religieuses et éducatives, jetant ainsi les bases d'un renouveau culturel. Son nom devint synonyme d'unité pour le monde islamique à une époque où les divisions internes avaient affaibli d'autres dynasties. Son décès, intervenu alors qu'il avait environ 55 ans, survint dans un contexte politique complexe. La maladie ne l'épargna pas, mais son héritage était assuré par ses successeurs, qui, bien que moins charismatiques, bénéficièrent de la solidité des structures qu'il avait mises en place. La fragmentation politique après sa mort témoigna cependant des défis que représentait son empire personnel à intégrer dans un système pérenne, mais son influence resta perceptible dans les décennies suivantes. Dans les chroniques musulmanes, Saladin est souvent dépeint comme un modèle de vertu et de sagesse, qualités qui firent de lui un héros historique au-delà de ses contemporains. Son parcours est examiné aussi dans les récits occidentaux, où il est souvent représenté comme l'adversaire noble et honorable, parfois même admiré pour son sens de la chevalerie. Cette double perception illustre la complexité de son personnage et la façon dont il transcenda les frontières culturelles. Sur le plan culturel, son règne coïncida avec une période d'échanges intellectuels intenses, intégrant influences persanes, arabes
et byzantine, ce qui enrichit la civilisation du Moyen-Orient. Ces efforts combien pragmatiques pour soutenir les arts et la science permirent à la région de bénéficier d'une légère renaissance mal connue, parfois éclipsée par les conflits. Cela contribua également à perpétuer son souvenir, car les érudits de son temps et ceux qui suivirent le considéraient comme un mécène éclairé. Politiquement, sa capacité à fédérer les différentes tribus et factions sous une même autorité démontra une faculté de gouvernance rare. Cette unité fut essentielle pour résister aux croisés venus d'Europe, illustrant son rôle non seulement de stratège militaire, mais aussi de diplomate habile. Bien que les défaites partielles aient ponctué sa carrière, sa vision géopolitique et son habileté dans la négociation permirent de maintenir un équilibre stratégique profitable au monde musulman. Son héritage militaire se manifeste dans les tactiques utilisées bien après sa mort, inspirant des chefs de guerre arabes et ottomans. Son art de la guerre insuffla un modèle qui mit l'accent sur la mobilité, la surprise et la maîtrise des alliances locales. Ce pragmatisme stratégique mit en avant la capacité à adapter les forces aux conditions du terrain et au contexte politique. Une leçon précieuse pour les générations suivantes. Au niveau religieux, Saladin sut naviguer entre les exigences de la foi et les réalités politiques. Son approche modérée favorisa un islam ouvert et tolérant, qui toléra les autres confessions dans les territoires sous son contrôle. Cette attitude contribua à tempérer la radicalisation et à promouvoir un certain ordre social qui était la condition même de la paix intérieure et extérieure. Il reste un exemple notable de leader intégrant la tradition religieuse dans la gouvernance pragmatique. La mémoire de Saladin, bien que parfois mythifiée, repose sur des fondements historiques solides. Son personnage incarne un moment clé dans l'histoire du Moyen-Orient, où la confrontation entre cultures donna lieu à un dialogue subtil et complexe. Son équilibre entre force et modération permit d'éviter une guerre totale qui aurait pu dévaster durablement la région. Cet équilibre, rare à son époque, constitue un exemple précieux dans l'histoire politique. On trouve encore aujourd'hui, dans les témoignages et monuments, les traces de sa présence. De la forteresse d'Alep au rempart de Damas, ses constructions témoignent de ses ambitions politiques et de sa volonté de sécuriser ses territoires. Ces ouvrages avaient aussi une fonction symbolique, affirmant la légitimité de son pouvoir et son rôle de protecteur des musulmans face à une menace extérieure constante. Ils renforcèrent la continuité de son règne au-delà de son existence. Son impact dépasse donc la simple sphère militaire. Politiquement, il a contribué à la formation d'identités collectives en unifiant autour d'une cause partagée. Culturellement, il a favorisé des échanges qui enrichirent les sociétés. Religieusement, il a incarné un équilibre qui tempéra les extrêmes. Il a façonné un modèle de leadership qui influença non seulement le Moyen-Orient, mais également l'ensemble du bassin méditerranéen. Après son décès, plusieurs dynasties naquirent en s'appuyant sur son héritage pour légitimer leur pouvoir. Son nom continuait à être utilisé comme symbole d'unité et de résistance face aux nouveaux défis. Cette perpétuation rappelle combien un homme peut, par ses actions, laisser une empreinte qui dépasse son temps et inspire les générations futures. L'exemple de Saladin demeure une référence dans les réflexions sur le pouvoir et la gouvernance. Ainsi, la fin de sa vie ne marqua pas la fin de ses idéaux ni de ses réalisations. Sa vision politique et stratégique se prolongea au-delà de son existence physique. Son héritage est multiple, tissé entre la paix relative qu'il sut instaurer, la richesse culturelle qu'il encouragea et la mémoire durable qu'il inscrivit dans l'histoire collective. Cette continuité est une dimension essentielle de son influence, témoignant d'un leadership à la fois fort et nuancé. L'étude de sa vie
révèle aussi une leçon sur la complexité des relations humaines et politiques, où la force brute ne suffit pas, mais où la sagesse et la diplomatie occupent une place fondamentale. Saladin illustra une forme de pouvoir fondée sur le respect mutuel et la stabilité plutôt que sur la domination agressive. Cette dimension lui confère une singularité remarquable parmi les figures militaires de son temps. Ses derniers jours se passèrent à Damas, où il reçut les soins nécessaires, entouré de ses proches et conseillers. Son esprit resta clair, conscient des enjeux qui s'imposaient à ses successeurs. Les préparatifs pour la transition du pouvoir furent menés avec sérieux afin d'éviter l'effondrement du fragile édifice politique qu'il avait construit. Cette prudence témoigne de sa préoccupation constante pour l'avenir de son peuple. Au-delà des événements politiques, la figure de Saladin fut embellie par une historiographie qui privilégia souvent la dimension morale. L'image d'un homme digne, pieux et juste fut perpétuée par des œuvres littéraires et historiques arabes, ainsi que par des récits occidentaux, parfois empreints d'une forme de fascination. Cette double face souligne l'importance de son rôle dans les imaginaires collectifs de différentes cultures. En conclusion, la trajectoire de Saladin, de ses premières campagnes jusqu'à sa mort, constitue un chapitre fondamental du Moyen-Orient médiéval. Son habileté stratégique, sa diplomatie mesurée et son sens du compromis ciblèrent des objectifs à la fois immédiats et durables, permettant une relative stabilité au sein d'une région fracturée. Son héritage dépasse largement son époque, offrant encore aujourd'hui des perspectives sur l'art du pouvoir et la gestion des conflits. Cette compréhension approfondie de sa personne permet de mieux saisir les mécanismes de la période des croisades et de la formation des États musulmans. La complexité de ses succès et des défis qu'il affronta illustre aussi la richesse de l'histoire politique et culturelle de cette région. Dans la suite de ce parcours, il reste pertinent d'examiner comment ses héritiers prolongèrent ou modifièrent son action, tenant compte des évolutions nouvelles tout en essayant de préserver ses acquis. La perception moderne de Saladin dans l'histoire mondiale. La figure de Saladin occupe une place singulière dans l'historiographie contemporaine, reflétant une complexité qui transcende les époques et les cultures. Son image a évolué en fonction des contextes politiques, intellectuels et sociaux dans lesquels elle a été évoquée. Dès les débuts de son histoire, Saladin fut perçu comme un maître stratège et un chef militaire talentueux ayant su réunifier des territoires fragmentés sous une même bannière. Ce diplomate habile sut conjuguer force et magnanimité, offrant une alternative à la brutalité des conflits de son temps. En Occident, son nom s'est rapidement imposé, évoquant à la fois l'adversaire respecté et le modèle du chevalier honorable. Les récits médiévaux européens le présentent souvent sous un jour favorable, mettant en avant sa générosité à l'égard des prisonniers et son sens de l'honneur, particulièrement dans le cadre des croisades. Cette image s'est cristallisée dans la littérature, où Saladin symbolise le noble ennemi, une figure d'un autre monde, mais digne d'admiration. En parallèle, dans le monde musulman, il incarne surtout l'unité et la défense des terres islamiques face à l'envahisseur. Ainsi, dans de nombreux textes, il est exalté comme le héros qui a su restaurer l'honneur perdu de sa communauté. Cependant, au fil des siècles, l'historiographie moderne a cherché à dépasser ce cadre héroïque pour adopter une lecture plus nuancée. Saladin n'est plus seulement un homme d'armes ou un modèle moral, mais une personnalité complexe inscrite dans un contexte géopolitique délicat. Les chercheurs analysent avec attention les stratégies politiques qui ont permis à Saladin de bâtir son empire, insistant sur sa capacité à utiliser tant la force militaire que des alliances diplomatiques pour consolider son pouvoir. Son respect des institutions et son habileté à gérer les relations entre les différentes factions sont également soulignés.
De surcroît, les historiens contemporains examinent aussi la dimension symbolique attachée à Saladin. Il est devenu un emblème puissant dans plusieurs discours nationaux, parfois instrumentalisé pour des causes diverses. Au Moyen-Orient, sa figure suscite un sentiment de fierté nationale et d'inspiration, souvent rappelé lors des luttes pour la souveraineté et l'indépendance. Dans ce cadre, Saladin dépasse son statut initial, incarnant des valeurs comme la résistance, l'unité et la justice. Cette symbolique est renforcée par les commémorations, la culture populaire et même certaines formes d'activisme politique. Par ailleurs, la réception de Saladin en Occident reste ambivalente. Si les chroniques médiévales ont contribué à une certaine admiration, les représentations plus récentes tendent à recontextualiser son rôle dans une histoire plus critique des croisades. Les débats actuels insistent sur la complexité des interactions entre monde chrétien et musulman, évitant les simplifications et les caricatures. Par conséquent, Saladin apparaît comme un sujet d'étude fascinant, permettant de mieux comprendre les dynamiques interculturelles et les constructions identitaires issues de cette époque troublée. Il est également pertinent de considérer l'impact de l'imagerie populaire qui façonne la perception de Saladin à travers les générations. Romances, films, documentaires et jeux vidéo participent à la diffusion d'une image stéréotypée, mais parfois enrichie par de nouvelles recherches historiques. Cette médiatisation joue un rôle crucial dans la construction d'une mémoire collective autour de sa personne. Tout en conservant des traits légendaires, ses productions soulignent souvent sa capacité de leadership et sa sagesse, contribuant ainsi à un ancrage durable dans l'imaginaire contemporain. Sur le plan académique, l'intérêt pour Saladin continue de croître, motivé par la volonté de mieux comprendre les interactions entre croisés et ayyoubides. Les études multidisciplinaires mobilisent l'histoire, la philologie et l'archéologie pour reconstituer les contours de son règne. Les découvertes récentes, telles que des manuscrits ou des vestiges architecturaux, enrichissent sans cesse la connaissance de cette période. Par l'étude de Saladin, les chercheurs explorent aussi les mécanismes de pouvoir, la diplomatie médiévale et les adaptations culturelles propres au Proche-Orient du XIIe siècle. Ainsi, Saladin se révèle être bien plus qu'un simple personnage historique. Son héritage s'inscrit dans des débats contemporains sur la mémoire, l'identité et la réconciliation entre les peuples. Il illustre à quel point l'histoire peut servir de miroir aux préoccupations actuelles, tout en offrant des clés pour mieux appréhender le passé. L'examen de sa figure invite à une approche attentive, respectueuse de la complexité des événements et des acteurs, loin des glorifications simplistes ou des condamnations hâtives. En définitive, la place de Saladin dans l'histoire mondiale est celle d'un symbole aux nombreuses facettes. Il incarne la capacité des dirigeants à naviguer dans des contextes conflictuels en alliant rigueur stratégique, diplomatie et sens des valeurs. Les multiples dimensions de sa personnalité et de son action contribuent à un héritage riche qui continue d'inspirer aussi bien les historiens que le grand public. Cette grande figure du Moyen-Âge demeure une source d'étude et de réflexion, illustrant les tensions et les possibilités d'un monde en mutation. La richesse et la diversité des interprétations montrent combien son image est malléable, traversant les époques sans jamais perdre de son importance. La compréhension contemporaine de Saladin est donc à la fois un produit de l'historiographie et un reflet des enjeux actuels liés à l'histoire croisée du Proche-Orient et de l'Europe. Le dialogue entre les différentes traditions historiques permet ainsi d'approfondir le regard porté sur cet homme qui a marqué son temps par son adresse et sa vision politique. Ce retour sur Saladin révèle enfin l'intérêt croissant pour des figures qui dépassent la simple narration des exploits militaires pour incarner des valeurs universelles. La perspective moderne,
privilégie l'analyse contextuelle et critique, mettant en lumière la pluralité des héritages et la richesse du dialogue interculturel. L'histoire de Saladin invite à la réflexion sur les notions de justice, d'honneur et de pouvoir dans une époque où ces concepts étaient sans cesse négociés et réinterprétés. La place accordée à Saladin dans les études contemporaines témoigne de la vitalité de la recherche historique et de son rôle dans la formation des mémoires collectives. Son parcours souligne l'importance des interactions entre différents mondes et la complexité des processus qui ont façonné le Moyen-Âge. Par l'étude attentive de ce personnage, il est possible de mieux saisir les dynamiques qui ont conduit à des transformations majeures et de comprendre les processus de construction de la légende au fil du temps. Ainsi, l'examen de Saladin ne se limite pas au passé, mais nourrit une compréhension plus large des défis présents liés à la coexistence culturelle et à la transmission de la mémoire historique. Sa figure invite à une lecture équilibrée, capable de reconnaître à la fois les aspects humains et stratégiques, les dimensions symboliques et réelles de son action. À travers ses multiples représentations, Saladin demeure une source d'inspiration et un objet d'étude essentiel pour qui cherche à saisir les complexités de l'histoire globale. La richesse de son héritage se manifeste aussi par son usage continu dans les discours politiques et culturels modernes, où il peut incarner la résistance ou la sagesse selon les besoins et les contextes. Ces réappropriations soulignent la vitalité de son image, reflet de préoccupations contemporaines multiples. Elles mettent en évidence la manière dont le passé est mobilisé pour éclairer le présent, en s'appuyant sur des figures historiques porteuses de sens. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la mémoire de Saladin, conjuguant l'analyse rigoureuse des faits et la reconnaissance de la dimension symbolique. Cette double approche permet d'enrichir la compréhension des processus historiques tout en valorisant la richesse des échanges culturels qui ont jalonné son époque. Elle ouvre la voie à des lectures contemporaines et critiques, soucieuses d'éviter les simplifications excessives. En conclusion, la perception moderne de Saladin dans l'histoire mondiale reflète la complexité d'une figure à la fois humaine, politique et mythique. Elle illustre les tensions inhérentes à la construction des récits historiques et la pluralité des interprétations qui en découlent. Son image, toujours actuelle, dialoguant avec les enjeux contemporains, témoigne de l'importance d'une approche nuancée et approfondie dans l'étude de toute grande figure historique. Cette dernière réflexion prépare le terrain pour l'étude des conséquences durables de l'époque ayoubide sur les dynamiques culturelles et politiques de la région, ainsi que sur l'héritage des croisades dans les relations internationales postérieures. La continuité historique invite à s'intéresser désormais aux transformations majeures qui ont suivi les événements marquants du XIIe siècle.